La marche. Les scientifiques affirment que la pratique vigoureuse et régulière de la marche est le sésame pour vieillir en bonne santé. Les gens recherchent une vie confortable. Généralement, ça veut dire ne rien faire. Mais c'est une erreur. Il faut bousculer ses habitudes et marcher. Le corps en a besoin. La science perçoit l'immobilité comme une nouvelle forme de tabagisme. Car l'évolution a fait de l'homme un marcheur, mais le confort moderne menace sa santé. Je dirais que courir 10 km, 20 km, c'est quelque chose qui est à la portée de n'importe quel être humain. La marche fait partie intégrante de l'expérience humaine. Elle fortifie le corps et l'âme, préserve la santé et recèle une foule de bienfaits. Marcher, c'est ouvrir une porte au monde. Ingo Frobese consacre sa vie à recenser les effets de la marche sur la santé. Considéré comme le pape du fitness en Allemagne, il est professeur à l'Université du sport de Cologne. Son combat, encourager les gens à renouer avec la marche. Lui-même s'emploie à ne jamais rester immobile. 85% de la population ne fait pas de sport. Pourtant, tout le monde sait marcher. Si on s'y mettait tous, ça ferait du bien à l'assurance maladie. C'est pour ça que je préconise toujours d'adopter un chien. Mais pour jouir de cette multitude de bienfaits, il faut savoir marcher correctement. Marche comme si tu te promenais dans la rue. Quand on fait du lèche-vitrine, on marche doucement. On laisse son regard vagabonder. Accélère la cadence maintenant. La seule chose qui change, c'est l'engagement des bras. Et là, tu accélères en te propulsant avec les pieds. C'est ta cheville qui donne l'impulsion. Plus vite, voilà, c'est parfait. Car marcher est tout un art. Un rythme soutenu est indispensable pour produire des effets sur le corps. La marche rapide offre une excellente base aux personnes qui ne sont pas sportives, mais qui veulent pratiquer une activité physique pour être en bonne santé. Il ne suffit pas de flâner. Il faut que les fréquences respiratoires et cardiaques augmentent légèrement et que le corps consomme plus d'oxygène. Il faut sortir le corps de sa zone de confort pour activer certaines ressources. La marche stimule énormément de fonctions physiologiques. Dès la première foulée, le système immunitaire s'active. Les défenses sont renforcées. La circulation sanguine s'accélère, donc les cellules reçoivent une plus grande quantité d'oxygène. La plupart des muscles sont actifs et stimulés. Les articulations sont lubrifiées. Les tissus cartilagineux sont nourris. Les ligaments et les tendons conservent leur élasticité. Le système cardiovasculaire est fortifié puisque le cœur se met à battre moins vite, mais plus fort. Le travail cardiaque est optimisé. La circulation et la respiration sont responsables du transport de l'oxygène vers les cellules qui s'en servent pour assimiler des nutriments essentiels. Quand on le travaille, cet apport supplémentaire en oxygène stimule le système immunitaire, un peu comme une mini-vaccination. La marche est un bol d'air frais pour les cellules. Birgit Böhm est convaincue que marcher en pleine nature est particulièrement bénéfique. L'experte en sciences du sport veut inciter les gens à découvrir la randonnée. D'un point de vue scientifique, la randonnée s'apparente à un entraînement fractionné. Le rythme est d'abord lent, avec un effort de faible intensité. Puis, en montée, on passe à un effort modéré à intense. L'intensité varie en fonction du dénivelé. Cette intermittence est un excellent exercice pour le système cardiovasculaire. En Bavière, Birgit Böhm mène une étude visant à cartographier les sentiers de randonnée des préalpes bavaroises par degré de difficulté.
Avec l'aide de Laura Eisenberger, l'une de ses doctorantes, elles équipent les participants d'appareils de mesure. D'abord, on va te mettre un capteur qui enregistrera ta fréquence cardiaque. On cherche à quantifier l'effort à fournir pour chaque côte et chaque vitesse de marche. Dans un premier temps, on collecte des données sur des parcours tests d'1 kilomètre, puis on les reportera sur une carte pour établir des parcours de 8 km. Il s'agit de permettre aux marcheurs d'évaluer par eux-mêmes leur capacité physique avant d'entamer une randonnée. Le parcours test est un condensé de vraies randonnées avec des montées, des descentes et des plats. On va commencer doucement sur les 300-400 premiers mètres et en parallèle, je surveillerai ton rythme cardiaque et on augmentera l'effort petit à petit. Le défi, plus la pente est escarpée, plus la cadence imposée par les deux expertes est soutenue. C'est difficile, c'est bien. Vous voyez, on respire fort. Le spiromètre mesure la saturation en oxygène et en dioxyde de carbone du souffle et donne ainsi une indication sur l'intensité de l'effort fourni. Marcher est le mouvement le plus naturel pour l'être humain. On l'apprend dès le plus jeune âge. De nos jours, on est beaucoup assis. Mais pour se sentir bien et être en bonne santé, le corps a besoin de mouvement. La nature permet de bouger, de fournir des efforts et aussi de se reposer. Sans cela, le corps s'affaiblit et on finit par tomber malade. On approche du but, Gabi. Garde le rythme. Continue. C'est parfait. Dernière ligne droite après 1 kilomètre de randonnée supervisée. Super. On arrête le chrono. Très bien. Parfait. On est à 165 battements par minute, nettement plus qu'au départ. Respire bien profondément. La fréquence cardiaque redescend à chaque battement, c'est super. Le cœur est notre moteur, la pompe de la vie. Il fait circuler le sang qui transporte l'oxygène jusqu'aux vaisseaux, aux organes, au cerveau. Il nous maintient en vie. Le mouvement est un vrai médicament. Marcher est dans nos veines. Les bébés ressentent instinctivement le besoin d'avancer sur leurs deux jambes. Les premiers pas sont une étape importante du développement et c'est précisément cette étape qui a donné à l'Homo sapiens un avantage évolutif. Les recherches de Jean-Jacques Hublin à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste se concentrent sur les origines de la bipédie. On a plusieurs étapes de cette évolution. Donc on part de primates de la taille d'un chimpanzé à peu près, qui vivent dans les arbres, mais qui déjà sont un petit peu, si je peux dire, préadaptés à la bipédie terrestre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tendance à se tenir verticalement. Et puis ensuite, on va avoir de vrais bipèdes, c'est-à-dire des primates qui vont descendre des arbres occasionnellement et qui, sur le sol, vont être capables de se déplacer, de redresser sur leurs pattes de derrière, enfin sur leurs jambes. Et ça, c'est la première étape qu'on va trouver sur quelques fossiles qui sont des fossiles très très anciens. On parle de 5, 6 millions d'années, 7 millions d'années, quelque chose comme ça. La découverte d'ossements révèle que la bipédie pourrait être une caractéristique évolutive d'un groupe de singes anthropomorphes ayant abandonné la vie dans les arbres pour élargir leur territoire au sol. Un groupe qu'on appelle les Australopithèques, un groupe assez vaste, avec plusieurs espèces, qu'on connaît déjà il y a plus de 4 millions d'années. Le plus célèbre, je devrais dire la plus célèbre de ces Australopithèques, c'est la fameuse Lucie, donc qui vivait il y a un peu plus de 3 millions d'années en Éthiopie. Avec Lucie et ses congénères, on a affaire à des hominines qui sont adaptés à la marche. Ils ont toute une série de caractéristiques du squelette qui nous montrent qu'ils sont complètement adaptés à ce mode de déplacement. Des empreintes fossilisées montrent un rapprochement progressif des doigts de pied provoqué par la marche à la verticale.
En parallèle, le reste du corps s'est adapté à la locomotion bipède. Ils marchent sur leurs pieds, leurs jambes à une position étendue, c'est-à-dire que leurs genoux ne sont pas à moitié fléchis. Leur bassin, justement, a une forme de bassin. On voit les orteils qui se réunissent. Ils ont perdu cette capacité de préhension qu'ont les pieds des grands singes, donc ils ne sont pas capables d'attraper une branche avec leurs orteils. Et puis on voit une voûte plantaire aussi qui commence à se développer. Les premiers marcheurs se déplaçaient pieds nus. La chaussure nous a fait perdre l'habitude de dérouler entièrement le pied. Mais il faudrait s'y réhabituer pour éviter une fatigue articulaire, musculaire ou tendineuse. Les hominidés comme l'Homo erectus ont adopté la bipédie, perfectionnée plus tard par l'Homo sapiens. Cette évolution n'est en rien l'expression d'une augmentation soudaine de l'activité physique, mais plutôt une conséquence de la consommation nouvelle de viande. La chasse s'est fortement développée avec les premiers hommes bipèdes. Une caractéristique humaine tout à fait remarquable et que peut-être on ne souligne pas assez, c'est que les hommes sont capables de courir, alors pas très vite, mais ils sont capables de faire preuve d'une endurance absolument extraordinaire, de courir sur des dizaines de kilomètres. Les espèces les plus rapides du règne animal ont peu d'endurance. À l'inverse, l'homme peut traquer sa proie jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Une capacité qui s'explique par l'efficacité de la transpiration pour réguler la température corporelle. Par ailleurs, l'homme a besoin de beaucoup moins d'énergie pour se déplacer, environ un quart des dépenses énergétiques du chimpanzé par exemple, ce qui laisse plus de ressources pour le développement du cerveau. Un homme actuel a un cerveau qui est 3 fois, 4 fois la taille de celui d'un chimpanzé, donc c'est quelque chose d'énorme. Il se trouve que ce cerveau, qui nous procure des avantages absolument extraordinaires, est aussi un organe qui est très coûteux. Et en particulier qui coûte beaucoup en énergie. Le cerveau, qui représente seulement à peu près 2% de la masse corporelle, consomme à lui tout seul à peu près 20% de l'énergie produite par le corps. Le chercheur en est convaincu, la bipédie et le développement cérébral sont intrinsèquement liés. Lorsque son cerveau atteint un certain stade de croissance, l'enfant commence à marcher sur ses pieds, ce qui, en retour, permet de consacrer plus d'énergie au développement cérébral. En moyenne, un bambin effectue 14 000 pas par jour, alors qu'il s'agit d'un processus physique complexe. Frédéric Marin, de l'Université de technologie de Compiègne, cherche à expliquer le fonctionnement de la marche. Dans le laboratoire biomécanique, il dissèque chaque mouvement grâce à des caméras haute définition. La marche est un mouvement cyclique. Le but, c'est de faire avancer le centre de gravité, donc de passer d'une position d'une jambe arrière vers une jambe avant et vice-versa. Donc, on va avoir une phase d'attaque du pas, c'est-à-dire on va commencer à poser le pied par terre et on va commencer à transférer le poids de l'arrière vers l'avant. Donc la jambe arrière décolle et donc on est en appui et on va rebalancer le corps vers l'avant jusqu'au moment d'être en déséquilibre vers l'avant et là on va remettre on va remettre l'autre pied en avant et donc on va pouvoir décharger le poids du corps de l'arrière vers l'avant et ainsi de suite. La marche est donc un cycle instinctif. Le poids du corps est transféré d'une jambe à l'autre par une propulsion, suivie du décollement du pied. La plupart de nos 650 muscles sont activés lors de la marche. De la plante des pieds à la nuque, en passant par les muscles fessiers, chaque pas tonifie l'ensemble du système musculaire. Mais ce n'est pas tout. Parfait. Tout le squelette contribue au mouvement de la marche. Et on le voit bien sur cet enregistrement, donc on voit que le haut du corps, aussi le bas du corps, tout bouge. Et pas seulement, c'est-à-dire quand on marche, on pense qu'on se déplace que vers l'avant. En fait, non, on oscille verticalement, mais aussi latéralement. La marche bipède est donc une symphonie que seul l'homme maîtrise à la perfection.
L'Organisation mondiale de la santé recommande de faire 10 000 pas par jour. Or, l'homme moderne moyen n'en effectue même pas la moitié. Trop peu selon Ingo Frobese. On passe 8 à 10 heures par jour en position assise, en plus d'être allongé la nuit. Le corps n'est pas assez stimulé pour rester fonctionnel. Dans ces positions, il est en quelque sorte mis en sommeil. Alors on essaie de le réveiller avec un café. Quand on marche, ce n'est pas nécessaire, parce qu'on active toute une série de processus. La marche fait partie intégrante de l'expérience humaine. Elle permet de garder le corps en bon état. Maintenant, tu repars en marche sportive, mais à grande foulée. Des études suggèrent que la marche rapide peut prévenir certaines maladies. Prenons le cas du diabète, qui est une véritable épidémie en Europe. L'activité physique est indispensable pour l'endiguer. Les muscles activés consomment du glucose. Le système respiratoire, lui aussi, est actif et la tension artérielle est mieux régulée. Et seul un corps en mouvement déclenche ces mécanismes physiologiques. Une expérience simple permet de voir les effets de l'activité physique sur le taux de sucre dans le sang. Après la consommation de nourriture, la glycémie grimpe en flèche. Le corps doit alors sécréter de l'insuline pour transporter les nutriments jusqu'aux cellules. Tu es à 145. Avant, tu étais à combien? À 102. C'est une augmentation significative. Une glycémie élevée oblige le corps à passer plus de temps à métaboliser tout ce sucre. En plus de cela, quand le repas suivant arrive, le corps n'a pas encore retrouvé toute sa capacité d'absorption, puisqu'il n'a pas pu éliminer tout le glucose. Il va donc engraisser les cellules. C'est là qu'on grossit et qu'on peut développer l'une de ces maladies liées à notre mode de vie, en particulier le diabète. La solution serait-elle de faire une marche courte mais intense juste après le repas? Un groupe va se reposer pendant que l'autre fait des tours de terrain. Pendant 20 minutes, les participants doivent fournir un effort modéré. Une goutte de sang suffit à déterminer si une activité physique, même minime, aide le corps à mieux assimiler le glucose. La glycémie du groupe qui est allé marcher est redescendue bien plus vite que celle du groupe qui est resté assis. On brûle donc plus de calories en marchant qu'en ne faisant rien. Chaque calorie brûlée est à prendre. Dans l'idéal, il faudrait effectuer 1000 pas après chaque repas. Les personnes qui ont une activité physique, même faible après un repas, souffrent moins de surpoids et développent moins de problèmes de santé. Il n'est donc pas nécessaire de suivre un programme sportif exténuant. Marcher réduit les risques de diabète et d'obésité, deux maladies qui ont à leur tour une incidence sur la marche. Grâce à un costume de simulation bariatrique, Frédéric Marin étudie leurs effets sur la biomécanique du corps. Effectivement, ce que l'on voit de suite, c'est un écartement des pieds, donc pour stabiliser le centre de gravité qui est effectivement plus lourd. Enfin, c'est pas le centre de gravité qui est plus lourd, mais disons qu'il y a plus de poids, donc le centre de gravité a tendance à osciller un peu plus. Donc pour le stabiliser, on est obligé d'écarter les pieds un peu plus. Forcément, si on a les pieds plus écartés, on a une cadence de marche qui est plus élevée, donc on se fatigue plus. Et bien sûr, on a une pression de contact qui est augmentée. Il y a une adaptation, forcément, puisqu'on a rajouté du poids. Donc ce poids fait que du coup, le centre de gravité va bouger un peu plus. Ça va? Oui, très bien. Le chercheur étudie les mouvements des altérations corporelles dans la démarche pour détecter certaines maladies. Il est déjà sur une piste pour le diabète. Il va y avoir des pertes de proprioception au niveau du pied. Et donc, cette perte de proprioception au niveau du pied va modifier la perception du contact avec le sol. Donc, un effet du diabète sur justement cette sensation au niveau des pieds. Mais la recherche biomécanique sur la marche ne s'arrête pas à la détection des maladies. Elle vise aussi à analyser les effets des traitements médicamenteux.
L'analyse du mouvement, c'est un indicateur de notre état de santé. Donc, comme c'est un indicateur, eh bien, effectivement, si je modifie ou si je donne un médicament qui est censé faire une modification, ben, je vais le voir. Ces études devraient également aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui voient leur appareil locomoteur fortement touché. Mais d'où nous vient cet instinct pour la marche, qui est à la fois hautement complexe et absolument naturel? Jean-René Casaletz est directeur de recherche à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine. Ce qui l'intéresse, c'est de découvrir le moteur de la marche. Les premières études dans les années 60 en fait, sur les modèles invertébrés ont révélé l'existence de ces petits réseaux qui fonctionnent, de ces mini-cerveaux. Il y a même eu des symposiums de recherche qui s'appelaient les mini-cerveaux, de ces mini-cerveaux qui fonctionnent de manière autonome, qui n'ont pas besoin d'autre chose. On peut les mettre dans une petite boîte et on peut voir la marche qui s'organise. Ces mini-cerveaux ne se trouvaient pas dans le crâne, mais dans la moelle épinière. Depuis près de 30 ans, Jean-René Casaletz est en quête du moteur de la marche. Dans ce but, il a isolé la moelle épinière d'un rat. Il y a placé des neurotransmetteurs, normalement sécrétés par le cerveau. Sa découverte est surprenante. L'idée maintenant, c'est de savoir si le neurotransmetteur que l'on a appliqué est capable de déclencher cette activité de locomotion. Et ce que l'on fait justement, et que l'on va voir maintenant sur cet enregistrement, c'est qu'après l'application du neurotransmetteur, en fait, on a progressivement l'activité qui augmente et tout à coup, elle va se transformer en activité rythmique. C'est-à-dire que le moteur va se mettre à tourner de manière automatique à la vitesse de 1 à 2 secondes. Les résultats montrent que le cerveau est uniquement à l'origine du signal nerveux et que la moelle épinière est au centre d'un système indépendant qui contrôle le squelette et les muscles. C'est là que communiquent les neurones. Mais cette découverte s'applique-t-elle à l'homme? C'est pour cela que le scientifique n'étudie pas le cerveau, mais la manière dont sont activés les muscles. Il a trouvé des similarités entre le système nerveux humain et celui des rats. C'est un système qui est complètement isolé, mais on a une image de ce que produit le système nerveux pour pouvoir aller activer nos membres. Et c'est évidemment transférable à l'homme, puisque ce que nous avons observé, c'est que chez l'homme, effectivement, en stimulant directement le même segment spinal, le segment lombaire L2, c'est ça qui est tout à fait étonnant en fait, c'est exactement le même segment spinal, à la même hauteur, au même niveau. Il ne faut pas beaucoup de matière grise pour se mettre en marche. La moelle épinière équipée de neurotransmetteurs a stimulé d'elle-même le mouvement des rats pendant plus de 24 heures. L'analogie avec le moteur vaut pour, je dirais, le démarrage et l'accélération, c'est-à-dire que le carburant est transmis par le cerveau optimoteur qui est dans la moelle épinière. Et inversement, lorsque je suis obligé de m'arrêter pour changer de trajectoire ou parce que je suis arrivé à mon but, eh bien le cerveau va juste envoyer un ordre de frein. Donc exactement comme sur une voiture, c'est-à-dire stop là. Donc on va lâcher l'accélérateur, appuyer sur le frein et on s'arrête instantanément. C'est exactement le même principe. Mais là encore, ça n'est que l'ordre qui est donné par le cerveau. Le contrôle moteur nécessaire à la marche demande peu d'engagement cérébral. De quoi laisser l'esprit vagabonder ailleurs. C'est pour cette raison que le chercheur Bertram Weishar sillonne régulièrement la ville de Leipzig à pied en quête de nouvelles idées. Il y a des jours où on peut passer des heures à son bureau à réfléchir sans arriver à rien. Il suffit alors souvent de mettre son travail de côté, de prendre l'air, de s'y remettre une heure plus tard et la solution vient presque toute seule. Ou en tout cas, on a trouvé des éléments de réponse sur le chemin. Beaucoup de philosophes affirment qu'on pense mieux en marchant. Goethe, Schopenhauer ou Nietzsche, 3 maîtres penseurs qui ne juraient que par la promenade. La marche permet souvent d'ouvrir d'autres cheminements de pensée. Même des hommes d'affaires s'en servent parfois. La réunion ne se déroule plus dans une salle, mais dans un cadre moins formel, qui prend justement la forme d'une promenade.
La marche aiguise l'esprit. L'homme retrouve alors son rythme naturel, ce qui le rend pleinement réceptif. Les stimuli sensoriels affluent constamment dans notre cerveau, qui ne peut consciemment traiter qu'une certaine quantité d'informations. Et lorsqu'on se déplace vite, à vélo ou en voiture, notre attention est focalisée sur notre environnement. La marche, quant à elle, nous aide à affiner notre perception du monde. La science semble confirmer les observations de Bertram Weishart et des grands poètes et penseurs de l'histoire. De nombreuses études prouvent que l'exercice physique a un effet positif sur les performances du cerveau. Les savants de l'Antiquité, comme Aristote, aimaient déambuler, c'est-à-dire marcher sans but précis. Ils étaient physiquement actifs et en même temps, ils réfléchissaient, discutaient, échangeaient des idées. Et c'est ce qui a, je crois, fondé de nombreuses structures sociales toujours en place aujourd'hui. La marche encourage l'attention, la perception et la concentration. Plusieurs études scientifiques ont montré que le cerveau est nettement plus prolifique pendant une activité physique. On apprend beaucoup plus facilement. Peu importe l'âge, l'esprit est plus vif en marchant. Des études affirment même que les processus d'apprentissage sont 300% plus efficaces. Néanmoins, le cerveau a des dizaines de tâches à accomplir quand le corps se déplace. Nicole Hoodle mesure l'activité électrique du cerveau dans un laboratoire d'analyse du mouvement grâce à la technologie Grail. En mouvement, le cerveau doit effectuer beaucoup plus de calculs. La position assise assure un équilibre relativement stable parce que la surface de contact est plus grande. Le cerveau déclenche donc nettement moins de processus d'attention, d'adaptation et d'anticipation. En revanche, dès qu'on est debout ou qu'on marche, le cerveau doit être beaucoup plus actif pour garder l'équilibre, parce que notre centre de gravité ne cesse de bouger. Quand le corps passe de la position assise à la position debout, le cerveau démarre comme un moteur. Un processus apparent dans les images du cortex moteur. L'activité cérébrale imprime un certain rythme. C'est particulièrement visible sur un électroencéphalogramme. Tout le monde connaît l'image de ces ondes qui représentent l'activité cérébrale dans le temps. L'apprentissage d'un contenu, par exemple, est lié à ce rythme. Et si on le perturbe d'une manière ou d'une autre, l'apprentissage est compromis. Gerd Kemperman fait des recherches sur le lien entre activité physique et activité cérébrale. Il semble que le fait de bouger avec une même régularité permette d'entrer dans une forme de résonance positive et de donner un coup de pouce à notre cerveau. C'est pour ces raisons qu'on estime que la marche et la course à pied sont bénéfiques. Les chercheurs pensent avoir découvert une explication à ce phénomène chez les souris. Nos expériences étaient très simples. Nous avons fait courir certaines souris dans une roue d'exercice et d'autres non. Et nous les avons placées dans des environnements riches ou pauvres en stimuli. Chez les individus stimulés, les connexions neuronales ont augmenté dans l'hippocampe. Or, c'est une des régions du cerveau responsables de l'apprentissage et de la mémoire. Non seulement l'hippocampe joue un rôle central dans le traitement de l'information, mais c'est probablement la seule région du cerveau à produire de nouveaux neurones tout au long de la vie. On suppose que la production de neurones par l'hippocampe permet de constituer une sorte de réserve où on stocke nos ressources neuroplastiques et adaptatives. Une vie active nous prépare donc mieux aux difficultés qui apparaissent avec l'âge. On peut dire qu'on continue d'avancer d'autant mieux dans la vie que cette réserve est remplie. Et plus les réserves s'amenuisent, plus la perte sensorielle est importante.
À Chemnitz, Nicole Houdel mène une expérience pour comprendre comment cette perte sensorielle affecte la démarche. Les participants doivent réagir à différentes situations qui se présentent à eux sur un écran géant. Le mouvement et la marche sont des processus très complexes qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, se déroulent en grande partie dans notre cerveau. Bien sûr, le système musculaire est sollicité, mais c'est le cerveau qui lui envoie l'ordre, qui le contrôle et qui planifie chaque mouvement. Pour traiter les informations sensorielles, nous devons focaliser notre attention sur l'environnement. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui m'attend? Si c'est une ambulance que j'entends, vais-je devoir réagir? Le cerveau doit tout traiter et tout intégrer pendant la marche, afin de transmettre les ordres appropriés au reste du corps. Lors de la marche, le cerveau ne se concentre pas sur les mouvements, mais sur les obstacles présents dans l'environnement. Le participant marche sur un pont suspendu virtuel. Le tapis roulant simule les mouvements du pont et les montées et descentes du parcours. Le marcheur doit aussi éviter des mouettes qui volent. Vous avez bien su éviter les mouettes dans 64% des cas. L'une ou l'autre vous a frôlé. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, vous vous en êtes très bien sorti. Merci. Comment avez-vous vécu l'expérience? C'était assez impressionnant et tout nouveau pour moi. J'aurais aimé tenter le niveau supérieur, mais bon... Justement, c'est prévu. Oh là là! Cette fois-ci, vous partez en vacances. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, vous êtes à New York. Vous marchez dans la rue avec votre femme tout en lui lisant des passages du guide touristique. À la tête de l'administration municipale se trouve le maire de New York. La vie quotidienne nous impose d'être multitâches. Et de fait, on s'y accommode. Mais avec l'âge, ça devient un vrai défi. D'après le magazine Forbes, New York est la ville où le coût de la vie est le plus élevé. Merci beaucoup. Alors, qu'avez-vous retenu de New York? Il y avait un véhicule de police à droite. Effectivement. Avez-vous remarqué quelque chose qui a influencé votre démarche? En effet, je me suis senti vaciller parce que je me concentrais sur le téléphone. Je n'ai pas l'habitude de faire ça dans la rue. Les choses qu'on ne fait plus, on les oublie. Et nos performances en pâtissent. Des études indiquent qu'on peut s'entraîner à effectuer plusieurs tâches en même temps, même à un âge avancé. Mais il n'y a pas de consensus sur la manière d'y arriver. On constate que s'entraîner à gérer plusieurs tâches simultanément améliore nettement les performances. Mais on constate aussi une amélioration significative lorsque chaque tâche est travaillée indépendamment des autres. Il est possible de prévenir ce déclin sensoriel en amont. La marche contribue à aiguiser les sens. De petits exercices quotidiens ont des effets considérables. Quand on marche, plusieurs sens sont à l'affût. Le toucher nous sert à garder la bonne position. Les sensations que nous transmettent nos muscles nous permettent d'appréhender la position de nos articulations ou la tension musculaire. Et l'ouïe nous renseigne sur l'environnement. Grand pas et un autre grand pas. Voilà. Maintenant, en diagonale. Très bien. Accélère. Nickel. Arrête-toi et marche à reculons. Reste sur la ligne. Change de direction en diagonale. Plus de vigueur, voilà. Plus vite. Très bien. Avance sur la ligne. J'ai tendu une corde par terre. Je veux te faire comprendre à quel point la vue est importante. Bande-toi les yeux. Tu n'y verras plus rien et tu vas réaliser qu'il faut te fier à ton ressenti. Tourne-toi vers moi. Tu peux enlever le bandeau.
Quand on marche, on se focalise sur la vitesse. Mais la précision aussi est très importante. Par exemple, dans une rue bondée, on se rend compte à quel point c'est difficile de marcher rapidement et précisément en avant, en arrière ou de côté. Arrête-toi. La corde se trouve devant ton pied droit. Tu la trouves? C'est ça? Tu l'as senti? Maintenant, essaie de marcher sur la corde jusqu'au bout. Elle mesure environ 2,50 m. Tu peux y aller. Sans la vue, ton équilibre est plus précaire. Ça peut être très dangereux au quotidien. C'est bon. L'équilibre et la précision vont de pair. Si on se tient de temps en temps sur une jambe à la maison, pendant qu'on se brosse les dents ou qu'on cuisine par exemple, on améliore sa précision et sa coordination. Ça peut aussi être intéressant dans les transports en commun, puisque le corps est soumis à une autre forme de gravité. La marche ne permet pas seulement de garder le corps sain et l'esprit vif. Elle peut également soigner et guérir. Valérie Bourdeau vit à Sion, en Suisse. Elle en a fait l'expérience. Il y a plusieurs années, elle a commencé à ressentir un intense tiraillement au cœur. Les médecins lui ont diagnostiqué une double hernie discale, mais qui n'expliquait pas toutes ces douleurs. Quand j'ai eu ce problème cardiaque et puis que cette double hernie discale est apparue, je me suis demandé ce qui était en train de se passer pour moi, que quelque chose était réellement bloqué. Je ne pouvais plus avancer et mon cœur était symboliquement bouché. Un jour, un de mes amis m'a dit « Prends des bâtons et va marcher ». Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit « Il est complètement fou ». J'ai tellement mal, je ne vais jamais arriver à prendre des bâtons et à aller marcher. Finalement, ces bâtons, je les ai pris un matin. Et puis j'ai commencé à marcher petit à petit. J'ai d'abord fait la moitié du chemin, et puis après le chemin en entier. Et puis j'ai découvert ce lieu magnifique et j'y suis venue presque chaque jour. Je venais marcher 2-3 fois par semaine. Et là, à ce moment-là, quelque chose s'est mis en route. Jour après jour, ces douleurs se sont atténuées. Elles n'ont pas disparu, mais Valérie sentait qu'elle se libérait d'un poids. Uniquement marcher n'aurait probablement pas suffi à pouvoir mettre du sens sur tout ça. Alors je me suis faite accompagner aussi par un thérapeute qui travaillait sur toute la question du transgénérationnel. Et puis j'ai pu entendre ce qui n'avait jamais pu être dit dans ma famille. Dans ma famille, on ne parlait pas. Et quand on ne parle pas, les émotions, elles restent emprisonnées dans le corps. Et en osant aller rencontrer ces douleurs, parce que la marche m'a permis de trouver la force aussi de le faire. J'ai pu mettre des mots sur une histoire familiale qui n'avait jamais pu être entendue. La marche sportive soulage les douleurs de Valérie. Pour elle, marcher est un traitement à part entière et elle le recommande à ses patients en psychothérapie. Elle affirme que l'activité physique permet de réenclencher les processus psychiques. Elle a également constaté que la marche levait systématiquement les blocages mentaux. Marcher en thérapie permet de diminuer l'anxiété, d'abaisser la rumination mentale, de favoriser le repos et le sommeil, de retrouver une détente musculaire et de retrouver une respiration qui va favoriser le bien-être de manière générale. Quand on marche, on respire. Et que marcher avec des bâtons ouvre la poitrine. Parce que quand on marche, le cœur est comme propulsé. Et cette respiration
elle crée quelque chose à l'intérieur de nous. Cette respiration, elle va non seulement bien sûr réoxygéner tout notre système, mais elle va aussi mettre en route tout un système hormonal d'endorphines qui vont venir rééquilibrer au niveau des neurotransmetteurs quelque chose dans notre cerveau, mais forcément aussi quelque chose dans notre corps. Marcher, c'est ouvrir une porte au monde. Marcher, c'est être en connexion avec soi, avec la nature. Marcher, c'est être vivant. Il existe beaucoup d'études qui montrent que la marche peut clore un épisode dépressif, voire guérir une dépression. Ça peut être un soutien thérapeutique. Beaucoup d'établissements de soins choisissent la marche ou la course à pied dans le traitement de la dépression ou des troubles psychologiques. Quand j'expire, j'expulse un peu de stress. Lorsqu'elle est pratiquée correctement, la marche favorise un meilleur apport en oxygène dans l'organisme. Beaucoup de gens respirent principalement par la poitrine à tort. C'est une respiration superficielle. C'est presque un halètement. Et l'abdomen n'est pas sollicité. Les chanteurs d'opéra et les athlètes utilisent presque exclusivement la respiration abdominale. Le diaphragme est un grand muscle composé de tissus conjonctifs. Il sépare en quelque sorte le thorax de l'abdomen. Il nous aide beaucoup. Le thorax se gonfle et se dégonfle, se gonfle et se dégonfle. Maintenant, inspire par le ventre. Beaucoup d'air s'engouffre, expire et rentre le ventre. C'est ça la respiration abdominale. Il existe une technique pour être sûr d'inhaler assez d'oxygène. On fait 4 pas, on inspire, 4 pas, on expire. Vas-y. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, inspire. Super. Voilà une technique de marche qui permet d'améliorer la mobilité et l'autonomie et de se maintenir en forme. La marche met en forme et donne le sourire. Un doux remède pourtant assez récent dans notre société. En effet, se promener comme nous le faisons aujourd'hui est un loisir en vogue depuis 3 siècles seulement. La promenade, ou la flânerie, comme elle était appelée auparavant, était d'abord réservée aux nobles, qui déambulaient entre pairs dans les jardins de leur château. Puis, avec la montée de la bourgeoisie, les débuts de l'industrialisation et la division du travail, les citadins avaient plus de temps libre le week-end. Et ils allaient se promener, notamment pour imiter la noblesse. L'histoire culturelle attribue l'invention de la promenade aux citadins. Sauf que dans les villes, il est de plus en plus difficile de se frayer un espace de promenade. À partir des années 1920, l'aménagement des villes tend vers la décentralisation. Chaque quartier est consacré à un secteur d'activité bien précis. Et les quartiers sont reliés entre eux par un réseau de transport. Cette organisation a été adaptée à l'automobile après la Seconde Guerre mondiale. Les villes ont été organisées en fonction des déplacements en voiture. Ça reste un gros problème de nos jours, et la génération à venir aura fort à faire pour réparer le modèle urbain et aménager la ville rêvée. La ville la mieux adaptée pour l'homme, c'est la ville du quart d'heure. Une ville où on peut, en l'espace d'un quart d'heure, réaliser à pied tous les objectifs essentiels du quotidien. C'est aussi une ville qui favorise le bien-être, parce que les habitants effectuent automatiquement 8 000 ou 10 000 pas par jour. À Leipzig, cette ville rêvée pourrait, à terme, devenir réalité. La municipalité a créé un poste unique en Allemagne, responsable de la circulation piétonne. Il est occupé par Friedemann Görl. Sa mission, faire en sorte que ça marche mieux.
Ces dernières décennies, la voiture est devenue le moyen de transport privilégié dans le monde entier. Mais depuis peu, on constate une évolution des mentalités. Les villes et les communes remettent l'accent sur la piétonisation, parce que c'est le mode de déplacement le plus durable, le plus écologique et le plus sain. Bertram Weishar et Friedemann Girl collaborent pour rendre la ville plus accessible à pied. Avant, le trottoir s'arrêtait là. Il a été prolongé jusqu'à la route pour que les voitures ne se garent plus devant l'entrée du parc. La bordure a été détruite au profit d'une pente douce, agrémentée d'une bande de guidage pour les malvoyants. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Exactement, le trottoir a été élargi des deux côtés. En tant que piéton, j'ai besoin de zones piétonnes où je peux me déplacer sans avoir à me soucier des autres modes de déplacement. Par ailleurs, il faut que le mobilier urbain ne représente pas un obstacle pour que tous les habitants et habitantes puissent participer à la vie publique. Tout cela passe par plein de petites mesures qui produisent de grands effets pour tous. La particularité, c'est qu'on peut avancer jusqu'ici pour regarder. Nous, les adultes, on arrive à voir par-dessus les voitures, mais un enfant de cette taille ne peut pas. Maintenant, il peut s'avancer jusqu'au bord et observer la rue. C'est une petite mesure très localisée. Mais à force, c'est un nouveau paysage urbain qui se dessinera, plus agréable et plus sûr pour les piétons. Une ville dans laquelle personne ne marche et où les trottoirs sont excessivement surélevés est une ville vide, morte. Pourtant, toutes les villes rêvent d'être vivantes et accueillantes. Ça aura également une incidence sur l'économie locale, puisqu'en zone piétonne, on trouve des magasins, des boutiques et des commerces de proximité. Rendre la ville aux piétons. C'est dans cette optique que Leipzig est en train de réaliser une infrastructure sans précédent en Allemagne. Le parc Bogen-Ost. Le projet, imaginé par des habitants de la ville, consiste à réhabiliter une ancienne voie aérienne de RER qui reliera différents quartiers de la ville. Réservé aux piétons et aux cyclistes, cet espace de circulation surplombera le réseau routier et les toits de Leipzig. Ici, on voit la digue et les bâtiments qui sont prévus. On va encore adapter le projet. Le but, c'est de créer un réseau dense avec des raccourcis qui permettent aux piétons d'aller rapidement d'un point A à un point B. Une ville gagne forcément à être pensée dans sa globalité et pas par quartier isolé. L'idée merveilleuse du parc Bogen, c'est de créer un espace vert continu. Actuellement, tout est fractionné. On marche 2 minutes dans la verdure et c'est fini. Avec le parc Bogen, on pourra se balader 1 heure sans en voir la fin. Ce sera un écrin de verdure dans une jungle de béton, où on viendra passer des dimanches après-midi en famille. Cette ceinture verte s'étirera sur 5 km et bordera l'est de la ville. De là, les promeneurs pourront découvrir la ville à pied plutôt qu'en voiture. Au départ, l'automobile était un signe extérieur de richesse. Désormais, ce serait plutôt l'inverse. Le luxe aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'aller quelque part à pied. Quand je marche, je passe un bon moment. Et c'est tout l'intérêt de la vie. Profiter de chaque instant qui nous est accordé. Mais la marche a aussi ses limites, en montagne notamment, où il peut être dangereux d'en faire trop. L'étude menée par Birgit Böhm n'a pas pour seule vocation d'inviter à la randonnée. Il s'agit aussi de mettre en garde ceux et celles qui se surestiment. Il est difficile de se rendre compte de sa propre forme physique, en particulier pour les touristes dans les régions montagneuses. Estimer les distances ou le niveau nécessaire pour une randonnée est très compliqué.
La mort subite cardiaque est la première cause de mortalité en montagne. Elle touche 4 personnes sur 100 000, en particulier les hommes âgés de plus de 35 ans. Ce sont eux qui sont les plus à risque. La condition physique des participants à l'étude est évaluée en laboratoire avant la première randonnée. Ensuite, ils commencent par le parcours test. La fréquence cardiaque est bonne, le chrono est lancé. Si tu es prêt, on peut y aller. L'étude ne prend pas seulement en compte les données factuelles. Les volontaires doivent aussi évaluer l'effort qu'ils fournissent. Tu ne dois pas entrer dans la zone rouge. On ne veut pas dépasser ton seuil de tolérance à l'effort, mais toujours rester en dessous. Un effort contrôlé peut être maintenu plus longtemps. L'entraînement n'en est que plus efficace. L'intérêt de cette étude, c'est que chacun puisse se déplacer en ayant toutes les cartes en main et trouver l'entraînement qui lui correspond sans se surmener. Super rando. La cadence était parfaite. C'était à mon niveau. Je récupère assez facilement, donc ça veut dire que je ne suis pas allé au-delà de mes capacités. C'est génial. Les 2 expertes espèrent bientôt pouvoir partager leurs données avec les randonneurs des Préalpes bavaroises. En attendant, de petites astuces permettent de se mettre à la marche au quotidien. On peut marcher partout et n'importe quand. La pause déjeuner, par exemple, se prête à la balade. On peut faire ses courses à pied. On peut se réjouir que la voiture soit garée loin parce que ça nous fera marcher. On peut sortir quelques arrêts plus tôt du métro ou le prendre 1 ou 2 arrêts plus tard. Il faut bousculer ses habitudes et marcher. Le corps en a besoin.